Le conte de Richard Koudanov-Kalergi. C'était un homme étrange, qui était d'un pédigré, si j'ose dire, assez bizarre à l'époque, puisqu'il était né à Tokyo d'un père diplomate autrichien et d'une mère japonaise. Ce qui était rarissime. Je rappelle que jusqu'en 1853, en tout cas, le Japon était fermé totalement sur l'étranger. Quiconque avait un contact avec des étrangers était puni de mort, sauf une toute petite enclave appelée Deshima, Nagasaki, où étaient autorisés des commerçants néerlandais, mais dans une condition très particulière. Et donc, le Japon a été forcé de s'ouvrir sur le monde extérieur par les États-Unis d'Amérique à partir de 1853. Et puis, il y a eu une révolution 15 ans après, qu'on a appelée la révolution de Meiji, qui a forcé le Japon à devenir un pays un petit peu plus, comment dirais-je, dans l'air du temps. Mais donc, lui, il est né donc, au tournant du siècle d'un père diplomate autrichien à Tokyo et de sa mère qui était une japonaise. C'était quelque chose qui était très très rare, hein, comme métissage à l'époque. Il vivait par ailleurs, c'est un diplomate austro-hongrois, après il a pris la nationalité de tchécoslovaque, il se voulait déjà une espèce de citoyen du monde avant la lettre. Il lance en 1922 son premier appel à l'unité européenne et il publie en octobre 1923 son célèbre manifeste appelé Pan-Europa. Il va d'ailleurs fonder une association, le mouvement Pan-Europe. Alors on voit ici d'ailleurs un ouvrage de lui, publié donc à Zurich, Vienne et Leipzig, c'est en allemand, Europa erwacht. Ça, de l'allemand, ça veut dire Europe, réveille-toi. Réveille-toi avec, au passage, on le voit déjà ici, quelque chose qui fait très 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 peur. C'est l'URSS qui est en rouge. On va le voir d'ailleurs, c'est un fil directeur, la construction européenne a toujours peur du sud et de l'est. Toujours. La Pan-Europe serait mise en place en 4 étapes. D'abord, l'organisation d'une conférence pan-européenne, par exemple à l'initiative d'un pays neutre qui serait la Suisse. Deuxièmement, la mise en place d'une cour d'arbitrage obligatoire afin d'assurer une paix durable sur l'espace européen. Troisièmement, à l'époque, l'ONU n'existe pas. Il y a la SDN qui vivote, mais l'ONU n'existe pas. Je signale qu'après 1945, il y a quand même l'Organisation des Nations Unies avec la Cour internationale de justice qui ont été créées par la Charte des Nations Unies de San Francisco en 1945. Troisièmement, la création d'une union douanière et monétaire pour la réorganisation de l'espace économique européen. Et quatrièmement, la mise en place des États-Unis d'Europe, ou Pan-Europe, grâce à l'abolition des frontières qui seraient devenues de simples limites administratives entre les États membres. Cette union serait gouvernée par une Chambre des peuples, constituée de 300 députés, c'est une préfiguration de ce qui deviendra le Parlement européen, et serait gouvernée par une Chambre des États, qui aurait 26 représentants, c'est-à-dire un député par État membre, 26 États dans cette union pan-européenne. C'est en fait la préfiguration exacte de la Commission européenne. Je vous renvoie à ma conférence sur l'histoire de France, c'est également très très proche du mode de fonctionnement de l'Empire bismarckien, avec la même chose. L'Empire de Bismarck recréé, enfin le Second Reich, créé à partir... vous savez que le Premier Reich était le Saint-Empire romain germanique qui avait été créé par Othon Ier en 962, qui disparaît en 1815 en 1806 avec Napoléon, et puis qui est recréé en 1871 dans la Galerie des Glaces après que les Prussiens aient battu les Français à Sedan. Et ce deuxième Reich disparaîtra en 1918, après la fin de la Première Guerre mondiale, et Adolf Hitler, en 1939, prétendra recréer un troisième Reich, qui durera 1000 ans, qui est donc le troisième avatar de ce Reich. Et donc, dans ce deuxième Reich bismarckien, il y avait une chambre des peuples et une chambre des États. C'est de ça qu'un s'inspire, en fait, Richard de Koudanov-Kalergi. Il prend d'ailleurs un drapeau. Le drapeau est bleu couleur mariale, et avec une croix qui est la croix du Christ, puisque c'est un peu la croix des croisés. Il s'agit de faire triompher la chrétienté. Il s'inscrit tout à fait dans le prolongement, enfin, une partie du prolongement de la pensée hugolienne de 1849. Dans cette nouvelle Europe, l'idée de nationalité serait réduite à ne plus être une simple affaire privée, comme l'est aujourd'hui la religion. Ça, c'est le drapeau de l'Union pan-européenne telle qu'elle existe aujourd'hui. Ils ont rajouté les 12 étoiles de la Sainte Vierge, tirées du chapitre 15 de l'Apocalypse de Jean. Je signale que cette union pan-européenne existe encore et que c'est notamment la fondation Koudanov-Kalergi est installée à Vienne, en Autriche. Elle était présidée par Otto de Habsbourg, SMI, ça veut dire Sa Majesté impériale, il n'y en a pas tant que ça dans le monde quand même.
il avait été, pendant quelques mois, à l'âge de 3 ans, il avait été empereur quand même, hein, empereur d'Autriche-Hongrie avant l'effondrement de 1918. Il est mort il y a quelques années, je crois qu'il est mort il y a 2 ans ou 3 ans, à l'âge canonique de 104 ans, quelque chose comme ça. Et donc, en fait, cette union pan-européenne est en fait entièrement dans la main de la famille de Habsbourg. Otto de Habsbourg a d'ailleurs écrit un ouvrage, il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Charles Quint, un modèle pour l'Europe. Évidemment, il descendait en ligne directe de Charles Quint, ce n'est pas si fréquent. Pas s'il y en a beaucoup dans la salle. Mais derrière cette idée généreuse de pan-Europe, en fait, il voulait tout simplement remonter sur le trône et poursuivre l'œuvre des ascendants. Alors nous voici arrivés au point suivant, qui est la volonté des concerns allemands de l'entre-deux-guerres. Parce que un certain nombre de grandes entreprises qu'on va appeler les concerns, des grands groupes allemands, vont se réunir dans des espèces de conglomérats et vont, pour des raisons d'efficacité, voulant bâtir un grand marché pour abolir, pour avoir plus de consommateurs, pour supprimer les différences de normes qui handicapent la production à grande échelle, vont essayer de militer justement pour la création d'un grand marché européen. Cette formation des cartels, il y en a 2 essentiellement qui seront intéressants à suivre. Le premier, ça va être le trust chimique IG Farben. De 1926 à 1929, il y a, donc suite à la Première Guerre mondiale, le plan qui est fait par Hjalmar Schacht. Hjalmar Schacht, c'est quelqu'un qui sera à la tête de la Reichsbank, la banque après le désastre de 1923, donc la disparition de la monnaie allemande que j'évoque dans ma conférence qui s'appelle La tragédie de l'euro. Schacht avec Dulles, déjà les frères Dulles, vous savez, qui sont de l'OSS, qui créeront la CIA plus tard, et puis Morgan, de JP Morgan, ils vont déboucher, donc il y a un accord entre les Allemands et les Américains, sur une série d'arrangements impliquant nombre des plus grandes sociétés britanniques, américaines et allemandes. Les 2 principaux cartels qui vont se créer, qui vont puissamment soutenir l'idée d'une nouvelle Europe hitlérienne, vont être d'abord le trust chimique IG Farben. En 1925, ce trust regroupe 6 des plus gros producteurs chimiques allemands. En août 1927, Standard Oil, qui est donc la fameuse entreprise pétrolière américaine, conclura avec lui un programme conjoint de recherche et de développement sur l'hydrogénation, c'est-à-dire la production d'essence à partir du charbon, procédé découvert par un chercheur allemand en 1929. Vous savez que l'Allemagne n'a pas de pétrole, mais l'Allemagne a beaucoup de charbon. Et les Allemands sont les champions de ce qu'on appelle, on verra ça notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, les ersatz, c'est-à-dire les substituts, les succédanés. Donc en 1909, il y a un chercheur qui invente l'hydrogénation du charbon, en fait la liquéfaction du charbon pour l'utiliser comme essence. En 1928, Henry Ford, l'inventeur donc du Taylorisme, enfin l'inventeur des usines Ford, va fusionner ses actifs allemands avec ceux d'IG Farben. Le 9 novembre 1929, un cartel pétrochimique international sera créé suite au mariage d'IG Farben avec les Britanniques ICI, Shell Oil, et les Américains Standard Oil et DuPont. Donc, lorsque va éclater la Deuxième Guerre mondiale, IG Farben aura passé des accords de cartel avec 2000 sociétés dans le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les Allemands, les Britanniques et les Américains, dont Ford, Alcoa, General Motors, Texaco, Procter & Gamble, etc. Et on verra un soutien massif de ces cartels à la montée et l'accession au pouvoir d'Adolf Hitler, et au financement ensuite de l'Allemagne hitlérienne. On voit ici, sur cette photo, Heinrich Himmler, qui est donc un des très proches de Hitler, comme vous le savez, qui sera à la tête de la SS, des SS, avec ici Max Faust, qui était donc un des ingénieurs en chef de IG Farben. IG Farben, d'ailleurs, qui construira des usines, notamment à Oswiecim, l'actuel Oswiecim en Pologne, dont le nom allemand est Auschwitz. Le deuxième trust, c'est le cartel international de l'acier, qui ouvre ses bureaux au Luxembourg en 1926. Il va servir de gendarme privé du commerce mondial de l'acier de 1926 à 1939. Sa composante allemande, qui regroupe les 4 plus gros producteurs nationaux, s'appelle Vereinigte Stahlwerke, ce qui veut dire en allemand Aciérie Unie. Dirigé par Ernst Pöxen, Fritz Thyssen, de la famille Thyssen, Otto Wolff et autres, ce groupe recevra 100 millions de dollars de la part d'investisseurs privés aux États-Unis. Lors de la signature du premier accord international le 30 septembre 1926, tous les sponsors du cartel se vantent de ce que c'est le premier pas vers la formation des États-Unis économiques de l'Europe.
Ils disent que ça vient d'être franchi. 12 ans plus tard, près de 90% du fer et de l'acier commercialisé au niveau international sera sous le contrôle du cartel de l'acier. Outre l'Allemagne qu'il dirige, l'Autriche, la Pologne, la Tchécoslovaquie, le Royaume-Uni et les États-Unis en font partie, même s'il est interdit aux compagnies américaines comme US Steel, Bethlehem et Republic de signer des accords fermels sous peine de violer les lois antitrust américaines. Pendant les années 20, 4/5 de l'industrie allemande seront ainsi regroupés dans des cartels. À quoi s'ajoute le rôle des banques anglo-saxonnes et de la BRI pour promouvoir, coûte que coûte, cette idée d'États-Unis européens, d'États-Unis d'Europe, d'États-Unis économiques de l'Europe, et trouvant dans la montée en puissance de l'Allemagne hitlérienne un moyen d'action pour l'imposer à l'Europe. Tout comme la Banque d'Angleterre, la Reichsbank appartenait à des intérêts privés. Elle fut dirigée, je l'ai dit tout à l'heure, par Hjalmar Schacht de 1923 à 1930, puis à nouveau à partir de 1933, après la prise de pouvoir d'Hitler jusqu'en 1939, quand Schacht sera remplacé par Walter Funk. Schacht est un homme tout à fait central dans l'histoire de la première moitié du XXe siècle en Allemagne. Schacht va être le président de la Reichsbank. Il va être celui qui va financer de 1933 à 1939 l'installation de l'État nazi, de l'État hitlérien. C'est lui qui va aider, d'ailleurs c'est même lui qui organise dans une villa de la banlieue de Berlin une réunion entre von Papen et Adolf Hitler pour préparer, c'est je crois au 15 janvier 1933, pour faire pression pour que Adolf Hitler devienne chancelier du Reich. Faire pression, que l'ensemble du monde industriel fasse pression, notamment sur le vieux chancelier Hindenburg. Je signale pour la petite histoire que Schacht a été transféré au tribunal de Nuremberg en 1945 avec les grands criminels de guerre nazis. Et oh, chose étrange, il a été acquitté. Le président de la Banque centrale, qui a permis l'installation du régime nazi, qui est d'ailleurs quelqu'un qui a eu un rôle absolument décisif, a été acquitté. Il faut dire qu'il avait évidemment beaucoup de connexions avec des intérêts anglo-saxons et américains. L'Allemagne comptait 6 banques commerciales et de placement centralisées et plusieurs sociétés bancaires en nom collectif, petites mais importantes, dont la Bankhaus Stein de Cologne, dirigée par le baron Schröder. Rien à voir avec Gerhard Schröder. Quoique, ça serait encore à vérifier. Après la guerre, on découvrit qu'au moins 20, après-guerre, après 1945, on découvrit qu'au moins 20 des grands directeurs de cartels, dont le baron von Schnitzler et Otto Wolff, dit G. Farben, dont j'ai parlé à l'instant, ainsi que Flick de la Vereinigte Stahlwerke, dont j'ai parlé également à l'instant, effectuaient régulièrement des dépôts sur un compte spécial de cette banque, dénommé le compte spécial S. Ils auraient même pu mettre SS, puisqu'en fait, c'était lorsque le chef des SS, Heinrich Himmler, avait besoin d'argent, que les donateurs déposaient de l'argent sur ce compte qui servait alors à financer les SS. À l'issue de cette conférence, il y aura un petit compte U où vous pourrez financer l'UPR. Hormis ces banques privées, ont été créées la Banque des règlements internationaux, la BRI 6 à Bâle. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on la surnomme la Banque des banquiers. La BRI repose sur le modèle anglo-hollandais de la Banque centrale, échappant au contrôle des États-nations souverains. Elle fut créée en 1930 dans le cadre du plan Young par les banques centrales internationales, dont la Banque d'Angleterre, la Réserve fédérale des États-Unis, toujours à l'initiative de Hjalmar Schacht. Cet homme a quitté lors du tribunal de Nuremberg. Il était alors directeur de la Reichsbank. Parmi les directeurs de la BRI, donc, si vous m'avez suivi, puisqu'il y avait notamment la Réserve fédérale des États-Unis, il y avait la Fed, donc avec la complicité des présidents américains successifs, des présidents américains de la Réserve fédérale, figurait donc Hermann Schmitz, directeur d'IG Farben, le baron Kurt von Schröder, directeur de la Steinbank de Cologne et principal financier de la Gestapo, de la brigade SS tête de mort, Walter Funk de la Reichsbank, l'économiste nazi Emil Pohl, les deux derniers ont été personnellement nommés au conseil d'administration par Hitler. On avait donc cette institution dont personne ne parle jamais beaucoup, la BRI, qui était à Bâle, où avait donc pendant toute la guerre, vous aviez des représentants de la Federal Reserve Board, avec des gens nommés par Adolf Hitler, et puis d'autres qui finançaient la Gestapo et la SS, et tout ce petit monde finalement se retrouvait au board de la Banque des règlements internationaux de Bâle.
Les fonds américains et britanniques destinés à soutenir l'accession d'Hitler au pouvoir et à financer par la suite sa machine de guerre transitaient par la BRI. Le rôle des banques centrales, des banques anglo-saxonnes et de la BRI, était tellement important que malgré l'importance de la BRI pour Hitler, la Grande-Bretagne ne s'opposa pas aux activités de la banque, même après la décision britannique d'entrer en guerre contre l'Allemagne.